C'est vrai que l'entreprise, on l'a vu, hein, vous le savez, devient le centre d'attention de l'opinion publique, avant même l'État ou les politiques. Alors jusqu'où peut aller sa responsabilité, justement? Peut-elle tout? Quelles limites fixer? Et quelle est vraiment sa raison d'être? On va en parler dans cette table ronde qui va être riche, et vous allez accueillir nos intervenants qui vont me rejoindre sur scène. Il est directeur général des ressources humaines pour Veolia. C'est Jean-Marie Lambert. Jean-Marie qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Jean-Marie, viens t'installer. Elle est directrice associée chez SCM Conseil, Stéphanie Monsénégro. Merci Stéphanie d'être... Stéphanie Monsénégro qui est avec nous. À l'ego, Stéphanie, comme on dit. Et puis les présidents du conseil de surveillance de CMI France, Denis Oliven. Denis qui est avec nous également. Denis, oui, voilà, ici, parfait. Un micro pour Denis, un autre pour Stéphanie et Jean-Marie. Jean-Marie, saisis-toi du micro, c'est à toi que revient l'honneur de commencer notre discussion. Oui, responsabilité illimitée. On parle beaucoup, hein, évidemment, de cette loi Pacte, de la raison d'être de l'entreprise. Déjà, est-ce que c'est utile? Tiens, un décryptage de ta part, Jean-Marie. La loi Pacte, la raison d'être, c'est indispensable. Pour plusieurs raisons. Première raison, d'ailleurs, ça a été dit par Eric Orsena, les entreprises, et la nôtre n'échappe pas à cette règle, sont à une contradiction permanente entre le court terme et le long terme. On a des actionnaires et des conseils d'administration qui attendent de nous des résultats à court terme édifiants et importants, que l'action monte de façon rapide. Les bonus d'un dirigeant sont calculés le plus souvent et de façon importante sur les résultats de l'année. Et en même temps, l'entreprise ne peut pas vivre si elle a un projet à long terme. Donc cette contradiction, qui existe de façon latente partout, il fallait qu'on la résolve. Il fallait qu'on la résolve, d'autant que la raison d'être, entre guillemets, là au sens premier du terme d'une entreprise, qui s'appelait Veolia Environnement, qui s'appelle Veolia tout court, est quand même très directement liée au métier qu'elle pratique, c'est-à-dire l'eau, dont Eric a longuement parlé, l'énergie et la propreté. Donc, alors, par rapport à ça, Jean-Marie, justement, avec ou sans jeu de mots, comment on irrigue par rapport à tout ça et comment on s'y prend quand on a une entreprise, un énorme groupe comme Veolia? Alors, premier point, il faut évidemment éviter que la raison d'être soit un gadget de communication et que, comme on dit en français dans le texte, que ça soit du washing tout à fait anodin et creux. Pour cela, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'il y ait d'une part un terreau propice qu'on a eu depuis quelques années, dans la mesure où on a beaucoup travaillé sur les valeurs du groupe, dans lesquelles il y a solidarité, respect, etc. D'autre part, il faut aussi évidemment qu'il y ait un management qui soit engagé. C'est-à-dire que le terreau a été largement préparé par des enquêtes d'engagement faites avec les cadres et aussi avec l'ensemble du personnel. Et puis, bien entendu, il faut qu'il y ait un engagement fort du président directeur général et du comité exécutif. Bon, et chacun sait, chacun lit les prises de position nombreuses qu'a pris Antoine Frérot sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aussi que les gens sentent qu'ils sont associés au processus. Alors pourquoi? Ça veut dire en clair que la raison d'être, ça ne doit pas se faire uniquement entre le président, le directeur général, son comité exécutif et quelques membres du conseil d'administration. Ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé sur la préparation du sujet. On a un comité, en français dans le texte, de Critical Friends, d'amis critiques, qui regroupe des présidents d'universités, des représentants d'ONG, français et internationaux, qu'on a mis à contribution sur cette raison d'être. On a mis aussi à contribution le management, et puis bien entendu, ça n'est pas pour tout le monde, on a mis à contribution les organisations syndicales et les 2 bureaux des comités de groupe. Ce qui a subi certaines critiques en interne, je ne vous le cache pas, et en externe aussi, disant mais pourquoi consulter les organisations syndicales sur ce sujet-là? Et elles-mêmes, les organisations syndicales, disant on veut nous rendre complices d'une tentative de redorer l'image. Oui, parce que c'est ça, le truc de la co-construction, c'est qu'après, tu es responsable, justement. Un peu, oui. On va y revenir, Jean-Marie. Denis, merci d'être avec nous. Ces sujets, je le sais, vous interpellent, vous occupent beaucoup. On parle de cette entreprise Providence, entreprise faite de citoyens, d'individus, de collaborateurs. Tout est bouleversé. Vous avez l'habitude de parler d'un univers des égaux et des égaux à UX. Oui, je pense que le thème de l'entreprise Providence est lié, enfin le fait qu'on exige maintenant, qu'on attende maintenant de l'entreprise qu'elle réponde pour partie, qu'elle satisfasse cette mission de providence, de couverture des risques, de protection, est lié à 3 choses. Premièrement, elle est devenue centrale dans notre univers. Vous lisez des romans du 19e siècle, l'entreprise n'est nulle part.
On voit des notables, on voit des paysans, on voit l'État. Le médecin. Mais l'entreprise n'existe pas. Aujourd'hui, dans notre société, les 2 tiers, je pense, des actifs sont dans l'entreprise. Donc l'entreprise est au centre de notre société. Il aurait été assez improbable qu'on n'attende pas d'elle qu'elle rende des services au-delà de ce qu'était sa mission précédente. Deuxième sujet peut-être plus important, l'accomplissement de la société des individus. Le fait qu'à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, s'est mis en œuvre une mécanique dans laquelle les individus ont de plus en plus de droits. Or, quel est l'effet paradoxal de cette conquête toujours plus grande de droits par les individus? Ce n'est pas la liberté, c'est l'exigence de protection. Ce que demandent tout d'abord les individus, la conquête des droits, c'est la conquête du droit d'être mieux protégé. Il y a un essayiste français qui est psychanalyste, qui s'appelle Michel Schneider, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Big Mother, en expliquant que la société d'aujourd'hui, c'est pas Big Brother, enfin c'est aussi Big Brother en fait, c'est pas la surveillance généralisée, mais c'est le maternage généralisé. L'entreprise nounou. Hein, voilà. Et donc, et puis troisième sujet, et c'est la convergence de ces trois évolutions qui mettent l'entreprise au cœur des préoccupations de la Providence. Le troisième sujet, c'est l'exigence désormais généralisée d'accountabilité, de responsabilité. Eric en a parlé. La transparence, le fait qu'on attende de chacun qu'il rende compte et dans des conditions, c'est d'ailleurs là que ça pose un problème désormais, dans des conditions qui sont de plus en plus inquiétantes. L'accélération de ce phénomène d'exigence de transparence, c'est l'immédiateté. Et puis transparence, avec deuxième couche, on est sous les projecteurs en permanence. C'est ça. Mais sauf qu'on est passé d'un équilibre à un autre. On est passé sans doute d'une trop grande opacité à une trop grande exigence de transparence, en sorte qu'on n'a pas le temps ni les moyens de répondre aux exigences qui sont les vôtres. Bon, j'ai été vite, mais en tout cas, ces trois phénomènes conjugués, 1, l'entreprise est au cœur de la société, 2, les individus réclament de plus en plus qu'on les protège et ils le réclament de tout le monde, 3, chacun est sommé d'être responsable et transparent sur l'exercice de sa responsabilité, fait que l'entreprise maintenant n'a pas simplement vocation à accomplir sa mission économique et sociale, elle a une mission sociétale qui est de plus en plus exigeante à son endroit. Oui, le mot exigence, hein, parce que c'est les collaborateurs qui sont aussi des citoyens réclament, exigent même, on va jusqu'à même là, l'exigence. Oui, ben on a bien vu, d'abord, ça date pas d'hier. Vous voyez bien que les systèmes de retraite, les systèmes d'assurance maladie, depuis plusieurs décennies, ont été pris en charge pour une part. Je ne parle pas simplement des cotisations, mais les mécanismes de mutuelle, de prévoyance. L'entreprise a commencé à prendre en charge une partie de la responsabilité providentielle des États modernes. Et puis, ça, c'est les accidents du travail. Mais on voit qu'on est en train de basculer maintenant dans des thèmes qui sont à la fois légitimes dans une entreprise, enfin qui nous paraissent à tous légitimes, mais qui auraient été extraordinairement surprenants il y a quelques années. La diversité, la parité entre les hommes et les femmes. Donc on attend maintenant de l'entreprise qu'elle corrige des phénomènes de société qu'elle reçoit. Donc elle a un rôle. Qu'elle résolve des problèmes qui ne sont pas forcément de son ressort. Hein. Qui sont de son ressort de facto, parce que l'égalité homme-femme salariale, c'est bien de son ressort. Mais il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse demander à l'entreprise d'assumer cette mission-là. Désormais, on le fait, parce que vous voyez bien que les difficultés des autres systèmes de providence, en particulier les systèmes étatiques, les contraintes budgétaires qui sont les leurs, etc., font qu'on se tourne naturellement vers l'entreprise on délaisse pour qu'elle prenne le relais. Tout ça. Alors justement, Stéphanie, merci d'être avec nous. Stéphanie Monsénégo, joli parcours de Stéphanie qui va nous éclairer. On parlait des territoires tout à l'heure, ça vous parle. Puis l'audiovisuel, Sciences Po, et puis toute la documentation. Alors justement, Denis le disait à l'instant, il y a des choses maintenant qui sont de la responsabilité des entreprises. Elles n'ont plus le choix. Et en plus, si elles ne le font pas, elles sont montrées du doigt. Qu'est-ce qui fait et quel est le décryptage que vous pouvez apporter sur pourquoi et comment on en est arrivé là?
Moi, quand vous m'avez proposé ce sujet, j'ai pris le contre-pied et je me suis demandé si on parle d'entreprise-providence et si on ne parlait pas aussi d'État-entreprise. Donc j'avais envie de décaler comme ça. Pourquoi on en est arrivé là, les ONG, la montée de la société civile, je pourrais vous en parler. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de répondre à cette question aussi. C'est cette question d'un continuum ou de l'absence de discontinuité ferme entre le public, le privé, l'entreprise, l'État. Et on assiste à des gouvernements, des montées de la culture managériale au sein des gouvernements, des Trump évidemment, mais des Berlusconi, mais aussi des Macron, qui proposent une gouvernance de type managérial et d'entreprise pour l'État, ce qui fait que de facto, sans compter la dérégulation, les ressources des États qui s'affaiblissent, on a de facto une perte du symbolique qui se fait au niveau des gouvernements, au niveau des États. C'est-à-dire qu'à force de faire de la gestion au quotidien, on oublie, à force d'être un peu la vision. D'une certaine manière, à force d'assécher par la technicité, qui est ce qu'on demande aussi, l'efficacité, la technicité, c'est un peu, c'est un peu les baselines de tous les candidats aujourd'hui. On assèche la fonction symbolique. Et la fonction symbolique, elle revient au-delà de tout le reste de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle revient maintenant aux entreprises parce que c'est là qu'on va chercher du sens et parce que les entreprises, elles vivent sur leur réputation, donc elles ne vivent plus que sur la production de symboles. Alors c'était un peu raccourci, mais je pense qu'il y a comme ça des shifts qui se font et qu'on n'est plus dans des mondes discontinue avec des frontières étanches. Il n'y a plus hommes et femmes, il y a la gender fluidity, il n'y a plus guerre et paix, il y a du terrorisme, il y a des guerres hybrides, il n'y a plus tous ces clivages qui font que certaines sociétés vont demander un retour à l'extrême rigueur, un retour aux frontières, un retour aux séquentes. En réalité, ce sont des réactions et des luttes contre un phénomène contre lequel il est difficile de lutter. Eric Orsena parlait de religion reliée. Certains parlent effectivement d'inséparés, de mondes qui sont, et de structures qui sont totalement inséparées et en lien. D'autres parlent de continuum. Mais on est dans ce phénomène-là. Et donc je pense qu'à entreprise-providence, il faut aussi répondre État-entreprise et raisonner de cette manière-là, plus comme ça, sur un continuum. Alors justement, si je vous suis bien, donc l'État gère, on va dire, au quotidien les affaires courantes, hein, c'est ça, business as usual. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de sens donné aux citoyens. Et du coup, c'est l'entreprise qui va combler le vide, c'est ça ? En quelque sorte, oui. Enfin, en tout cas, la quête de sens, elle va se tourner vers l'entreprise qui, elle, en fait un marché. Donc, je pense que c'est logique aussi que... On a eu au départ une histoire de gap de gouvernance avec des marchés qui faisaient que, finalement, les États ne pouvaient plus réguler les grandes entreprises. Et les grandes entreprises elles-mêmes n'étaient pas forcément, surtout quand elles s'implantent à l'étranger, en mesure de réguler leur propre des économies. Enfin, non, ça c'est du vocabulaire de mes études, d'externalités négatives on dit maintenant. Mais donc on a eu ce phénomène-là, certes, mais effectivement, la production de symboles, elle se fait plus là où elle était avant. Jean-Marie, par rapport à ce que dit Stéphanie, production de symboles, donner du sens, c'est quand même plus facile quand on s'appelle Veolia et qu'on est dans des sujets comme ça, non ? Oui et non. Oui et non, parce que d'une part, quand on s'appelle Veolia, je ne vous rappellerai pas, on n'a pas échappé aux critiques dont ont été l'objet et les victimes les grandes entreprises, qui sont à la fois, dont on attend évidemment beaucoup, et grands groupes prédateurs, les grands groupes prédateurs, et en même temps, qui sont par définition des accapareurs de richesses, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ce n'est pas si simple. Ce qui nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est la pratique du groupe. Et il y a un point qui nous a énormément aidé, c'est l'international. Le fait qu'un groupe comme Veolia soit un groupe international où il y a des pays dans lesquels les personnels, naturellement, ont un impact sociétal et social très fort. Et donc ça se sait. Et par les réseaux sociaux internes, ça s'est su. Et ça a imposé un niveau d'exigence vis-à-vis des autres collaborateurs qui étaient moins touchés par ça, qui ont voulu imiter ce que faisaient les Colombiens vis-à-vis des familles, qui ont voulu imiter ce que faisaient les Australiens vis-à-vis de l'inclusion des aborigènes, qui ont voulu imiter, copier et adapter beaucoup de choses. Et ça, c'est un point qu'on s'en s'est réapproprié. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout à l'heure sur les territoires, parce que fondamentalement, je pense que des grands groupes comme Veolia, idéologiquement, avaient peut-être oublié pendant un moment que le fond du métier, c'est les territoires. Puis attends, parce que toi, tu dis grand groupe, mais quelque part, pas vraiment grand groupe, c'est-à-dire un groupe global, mais après qui est sur le terrain local, extrêmement local, avec cette fameuse délégation. Hein. Nos dirigeants sont quasiment tous des locaux. On a très peu d'expatriés dans nos pays. Sur les territoires de la France, on a effectivement des dirigeants très ancrés dans le territoire local.
Et donc ça, c'est un point qu'on s'est réapproprié et qui fait effectivement, qui nous a aidé à construire la raison d'être et à faire en sorte que ça ne soit pas uniquement une idéologie creuse et plaquée sur une réalité qui n'était pas. Donc ça, c'est fondamental pour nous. Et c'est vrai qu'effectivement, l'engagement des salariés sur ces sujets-là a beaucoup aidé à faire en sorte que ça ne soit pas, entre guillemets, des coups de com'. Jean-Marie, revenons sur la thématique de cette responsabilité illimitée. C'est nouveau, c'est pas nouveau? On parlait un peu de nounou avec Denis à l'instant, là. Moi qui suis un vieux DRH qui ai commencé à travailler en 1980 dans une entreprise qui était Philips, moi j'ai connu l'époque où les gens rentraient stagiaires et terminaient retraités. J'ai connu l'époque où les œuvres sociales des comités d'entreprise étaient absolument extraordinaires, avec des accréditifs qui pouvaient aller jusqu'à 5% de la masse salariale et sans parler du CCAS, l'EDF, etc. Mais on faisait carrière où les gens allaient en colonie de vacances dans l'entreprise, où il y avait, moi, quand je suis entré, 12 mois sur 12, quand je suis entré à la Compagnie Générale des Eaux, donc en 2003, la banlieue de Paris, qui était le centre historique de la Compagnie Générale des Eaux, je regardais l'annuaire du téléphone, il y avait plein de noms de familles similaires, et encore on avait que les officiels. Bon, donc derrière, effectivement, c'était l'époque où l'entreprise, c'était maman, grand-maman, etc. Tout d'un coup, il y a une rupture. Il y a une rupture dans les années 90, je dirais pour simplifier, les époques Messier-Tapie. Il y a une rupture avec la cascade de plans sociaux. C'était quoi son émission déjà? C'est Jean-Michel Ambition ou je sais plus oui, il y avait Yves Montand aussi. Ouais. Mais c'était la cascade des plans sociaux. Et là, moi je le dis sans embâche, on est là pour se dire les choses. Les entreprises et les DRH ont été grandement responsables de la désaffection qu'il y a eu vis-à-vis du monde de l'entreprise. Parce qu'on a rompu un pacte social induit qui était le fait que les gens pouvaient rentrer dans une entreprise, parfois à bas niveau, qu'il y avait une forme d'ascenseur social, et que ces choses-là, à partir du moment où il y a eu toutes les restructurations, les cascades de plans sociaux, etc., plus ou moins bien gérées, ben effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, pour reconstruire le niveau de confiance que peuvent avoir les Français envers leurs entreprises, on rame. Donc on a ramé, je pense qu'on est en bonne voie. Je pense que dans un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas que la nôtre, on a plutôt bien travaillé sur ce sujet-là. Mais je crois qu'effectivement, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il faut que les leçons du passé nous servent. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour remplacer l'État dans un certain nombre de sujets. Même si l'État, parfois, nous demande de répondre à une question qui ne nous était pas posée en payant des primes au moment de la crise des Gilets jaunes. Bon, mais ça, on a fait notre devoir comme tout le monde, de façon plus ou moins volontaire. Mais donc derrière, il est clair que même si l'État nous demande de suppléer un certain nombre de carences des services publics, et il est clair que notre responsabilité est là, mais il faut aussi qu'on soit très conscient du fait qu'on ne peut plus raconter la messe à nos salariés, qu'on ne peut plus leur promettre n'importe quoi, mais il y a quelques sujets sur lesquels il faut qu'on agisse franchement. Il y a le sujet, effectivement, de la promotion sociale, je crois que c'est fondamental, et ça, les entreprises ont un rôle à jouer qui n'est pas ce plan illimité. Il y a le rôle de l'apprentissage, ça c'est clair que les entreprises ont un rôle énorme à jouer sur le déploiement de l'apprentissage et sur le développement de l'apprentissage, si les dispositions et les applications des lois qui sont sorties nous aident à le faire. Point de suspension. Et donc derrière, Jean-Paul. Derrière, il est clair que c'est là, il faut que l'entreprise occupe tout son rôle, rien que son rôle. Et en tant que DRH, notre rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on maintienne un vrai dialogue social, qu'on favorise l'émergence de nouveaux acteurs parmi les organisations syndicales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est compliqué. La mise en place du CSE, il ne faut pas se voiler à la face, elle est compliquée. Et derrière, il faut effectivement que l'on se serve des outils que l'on a pour faire en sorte de stabiliser le niveau de dialogue social dans les entreprises, pour favoriser l'émergence de nouvelles couches managériales, pour mettre en place des vraies politiques liées à la diversité. La diversité, c'est pas seulement homme-femme, c'est aussi handicap et c'est aussi mixité sociale. Nous, on a même mis notre siège à Aubervilliers. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, ça change beaucoup de choses, parce qu'on n'est plus dans le 16e, rue d'Anjou. Donc, effectivement, les salariés que nous avons, que nous embauchons, sont plus tout à fait les mêmes que ceux qui en avaient auparavant. Ça crée des contraintes, c'est aussi une source de richesse. Et puis enfin, là aussi, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on aide à résoudre quand même, dans l'intérêt de l'entreprise, des problèmes qui se posent à la société. Lorsque notre centre de formation de Tarbes fait des formations spécifiques pour les migrants, qu'on intègre des migrants en apprentissage et qu'on leur donne des CDI à la fin de l'apprentissage, je considère qu'à un humble niveau, on fait notre travail. Donc ce n'est pas de la responsabilité illimitée, mais déjà faisons notre travail à nous et attendons aussi de l'État qu'il fasse le sien. Le message est passé. Denis Oliva, une réaction par rapport à tout ça. Produire, payer les salariés, ça ne suffit plus. La place de l'entreprise, on le voit dans la société, est clé. Son rôle dans la cité aussi. Quid de la responsabilité? Jusqu'où on peut aller justement par rapport au fait qu'on est en permanence scruté par les réseaux sociaux, que les collaborateurs sont aussi des citoyens, qui sont aussi des clients, il y a toutes les parties prenantes, et décryptage par rapport à ça.
puis par rapport à ce monde des médias que vous connaissez évidemment très bien. Je pense que personne ne nie la nécessité dans laquelle sont désormais les entreprises d'assumer un certain nombre de responsabilités sociétales. Je crois que ce constat est partagé. La fameuse RSE. Ouais. Donc, qu'elle supplée pour une part aux défaillances des appareils d'État, des appareils de formation, tout ça est assez naturel. Enfin, en tout cas, aucune entreprise ne se dérobe devant cette nécessité. Mais ça suppose quand même deux choses deux conditions qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. La première, c'est qu'elles bénéficient d'une certaine reconnaissance pour la mission qu'elles accomplissent. Ce qui veut dire en creux que ce n'est pas le cas. Non, c'est clair que la France, de ce point de vue d'ailleurs, est assez particulière, puisqu'on est à la fois extraordinairement exigeant à l'égard de nos entreprises et en même temps, peut-être en raison des dérives des années 80 qu'évoquait Jean-Michel, l'entreprise a plutôt mauvaise presse. C'est la cible facile, hein. Ouais, d'accord. Donc on a... Surtout les grands groupes. Hein. Surtout Quand les il grands s'agit groupes, des PME, on n'est plus... Hein, en voilà. tout cas, on a cette particularité qui je crois, est assez française, qu'on attendrait d'avoir tous les bénéfices du capitalisme tout en contestant la légitimité. Donc on a un petit sujet quand même de culture collective sur qu'est-ce qu'une entreprise, quelle est sa légitimité, quelle place elle joue, quel rôle elle joue. Je trouve ça assez naturel qu'on ait des exigences à son égard, mais on devrait aussi avoir de la reconnaissance pour la place qu'elle occupe. Donc là, on a un gros travail collectif à faire de culture nationale sur la place des entreprises. Et puis de pédagogie, du coup ? Sans doute. Et on a un autre sujet qui nous dépasse très largement, c'est que l'exigence de transparence, de responsabilité, d'accountability, etc., se déploie désormais dans un univers numérique dans lequel les conditions d'exercice de la responsabilité, les conditions de l'information sont extrêmement difficiles, puisque on est, je ne parle pas des médias traditionnels, même si ils sont critiquables, mais on est face au tribunal à ciel ouvert du buzz, dans lequel la capacité que un certain nombre d'entreprises ont à expliquer ce qui leur arrive, défendre leur politique, éventuellement mettre en œuvre des correctifs quand il s'est passé des choses qui sont désagréables, est extrêmement handicapée par la vitesse d'exécution, le jugement sans procédure, etc. etc. Et la petite phrase qui a été sortie de son contexte, des choses comme ça. Voilà, donc on est tous confrontés dans les entreprises à ça, le risque réputationnel qui nous oblige parfois à faire des choses absurdes, simplement parce que c'est ça qui nous protège. Donc on a un vrai sujet qui nous dépasse de beaucoup et dont je ne connais pas le moyen simple de le régler. La loi qui est en train d'être votée, par exemple, sur la haine sur Internet, d'un côté, elle est rassurante, mais de l'autre, elle est extrêmement inquiétante. Parce que vous voyez bien qu'on oscille sans cesse entre le risque de ne rien faire et donc d'être dans une situation calamiteuse. Et d'être montré du doigt. Et l'autre qui est le risque d'atteindre fondamentalement la liberté d'opinion. Donc ce sont des sujets extrêmement difficiles qui ne sont pas des sujets français, mais qui sont des sujets, vous avez utilisé l'expression de démocratie d'opinion. L'accélération de cette démocratie d'opinion rend quand même l'exercice de la responsabilité, de la liberté très difficile. Et ce sont les deux sujets que je viens d'évoquer sont des sujets complexes. Je ne connais pas de réponse simple à ces questions. Mais si on se trouvait dans la situation dans laquelle les entreprises devaient exercer une responsabilité providentielle, avec d'un côté une critique permanente de leur légitimité même en tant qu'entreprise, oui, et de l'autre une démocratie d'opinion extrêmement violente qui leur impose comment dirais-je, une communication permanente et parfois incompatible avec des décisions rationnelles, on va créer quelque chose qui ressemble à un monstre. Il y a un exemple que vous me citiez quand on discutait par rapport à cette thématique, des décisions irrationnelles qui sont prises par les États. En matière d'énergie, on parlait d'énergie tout à l'heure avec Eric, en Allemagne en particulier. Oui, c'est un très bon exemple. Dommage qu'Eric soit parti. Et il y a peut-être des gens qui connaissent mieux l'énergie que moi ici. Mais quand je vois que d'un côté, on a les scores en matière de carbone, il y a encore eu l'étude récemment de l'université d'Yale qui classe tous les pays
Je crois qu'on est deuxième après la Suisse en tant que pays propre. Pourquoi ? À cause du nucléaire. C'est le nucléaire qui explique notre performance carbone. Et quel est le sujet sur lequel on est tous concentrés en tant que... Fermer les centrales. Fermer les centrales. Et on voit que l'Allemagne Le grand écart. a pris des décisions de court terme sur ces centrales nucléaires qui lui obligent finalement à générer une pollution charbon qui est le contraire de l'objectif qu'elle avait atteint. C'est l'exemple pour moi le plus évident de décisions irrationnelles prises sous l'effet d'une pression de l'opinion, des réseaux sociaux, d'une configuration d'opinion assez inhabituelle dans lequel c'est pas la délibération rationnelle et réfléchie, mais l'exigence à court terme, émotive, qui impose son ordre. Donc on voit bien que si on additionne une série de décisions de cette nature, on va prendre un chemin qui n'est pas le bon. J'ai posé le problème, je n'ai fichtrement pas le début de la solution, hein. On va y réfléchir, c'est pour ça qu'on est ensemble. Non mais c'est la folie, ça veut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise n'a plus le temps de donner du sens, d'être dans la stratégie, parce qu'elle doit gérer une espèce, vous le disiez tout à l'heure Denis, d'immédiateté, de stigmatisation permanente qui l'oblige à... Ajouter l'élément clé, c'est que, je disais tout à l'heure, l'accomplissement de la société des individus, c'est l'exigence toujours accrue des individus d'être protégés. L'aversion pour le risque, disons. On ne supporte plus aucun risque. On ne Principe de précaution, voilà, c'est ça. On ne supporte plus l'imprévu, on ne supporte plus le risque, on ne supporte plus l'accident, par exemple. Et donc, on est obligé de prendre toute une série de mesures pour essayer d'empêcher l'imprévu, qu'on n'arrivera jamais à empêcher d'ailleurs, qui sont très, très certainement irrationnels. Donc Alors que l'imprévu a du bon aussi, hein. Stéphanie, par rapport à ce que dit Denis, justement, avec ces ONG qui interpellent, il y a plusieurs niveaux. Décryptage avec vous et réaction. Je voulais juste ajouter un petit point sur l'affaire allemande, parce que ce qui est amusant, qui est un peu, enfin amusant, c'est une façon de parler, mais qui est un peu le double effet qui se coule, c'est que non seulement ils se payent des centrales au charbon pour avoir fermé leurs centrales nucléaires, mais en fait, pour des questions d'acceptabilité, les parcs éoliens, notamment de mer du Nord, qui pourraient fournir de l'énergie en quantité relativement suffisante, nécessitent des lignes à très haute tension pour avoir l'équilibre électrique en fonction effectivement de la météo, si je puis dire. Or, la non-acceptabilité des lignes à très haute tension pour des raisons supposées donc de champs électromagnétiques qui seraient toxiques, fait qu'on se coupe deux fois la jambe. C'est-à-dire on se coupe de l'énergie nucléaire et maintenant on se coupe de la possibilité d'avoir les énergies renouvelables parce que, bah oui, il y a un autre side effect qui est la ligne à très haute tension. Sur le phénomène... moi, ce que j'ai observé dans ma vie professionnelle, c'est que les grands mouvements d'avancée des entreprises ou des responsabilités des entreprises, ils ont toujours été faits par des effets de bord et par des effets de contestation au travers des ONG. Donc ça commence par les ONG. Ça commence par les qui ONG, interpellent, on va dire. Ça commence par des interpellations sur des mauvaises pratiques. Ça commence surtout sur les droits de l'homme au départ, avant de parler des droits de l'environnement. Les premiers gros dossiers, c'était des dossiers de scandales supposés ou réels d'atteinte aux droits de l'homme dans des pays peu développés ou dont les régimes ne sont pas très démocratiques. Et puis finalement, ça fait des avancées qui se traduisent dans ce qu'on appelle la loi souple, la soft law, qui sont que chacun, bon an, mal an, adopte des chartes éthiques, par exemple. Donc ça veut dire, si je vous suis, il y a les ONG qui interpellent, donc les entreprises après réagissent, s'adaptent. Hein, ouais. Et puis, alors soit la soft law, elle est finalement mise en cause par des mauvais comportements qui ne respectent pas cette soft law, et name and shame, ou si c'est pas name and shame, je vous traîne... Le tribunal à ciel ouvert, dont parlait Denis Oliven. Le tribunal à ciel ouvert, ou le tribunal tout court. Après le tribunal de l'opinion, il y a quand même les tribunaux qui, de mon point de vue... autant on a une espèce d'effondrement de l'État, autant le judiciaire, enfin de l'exécutif, autant le judiciaire prend énormément... en puissance aujourd'hui. Et l'affaire de l'Erika, c'est quand même sur la base d'une charte d'engagement soft que Total a été condamné. Et puis finalement, le droit dur vient après la bataille, si je puis dire. Donc l'État arrive en troisième position, quelque part. Verrouillé, ou alors ça arrive au niveau politique et c'est pris en compte au niveau politique et on arrive à des lois comme celle sur le devoir de vigilance. Alors moi, c'est vrai que quand on était juste avant d'arriver, Total, mis en cause 2 fois, sommé de rendre des comptes avec mise en demeure vis-à-vis pour 2 motifs. Celui de l'Ouganda, on est dans du classique
sur les forages en Ouganda. Donc Total. Parce que vous, hein, je le précise, hein, Stéphanie, vous accompagnez des grandes entreprises. Des entreprises dans des crises. Donc c'est L'Oréal, c'est voilà. Total. Alors j'aimerais bien qu'on parle aussi de ces exemples. Vous commenciez avec Total, on parlera aussi de la Birmanie, Ouganda. Racontez-nous. Ouais, je veux pas... Non, bien sûr. Mais l'Ouganda, Total est mis en demeure par un certain nombre d'ONG aujourd'hui au nom. Donc il y a bien le schéma en 3 temps que vous avez décrit. Ça commence avec l'ONG. Oui, mais là, on est dans la hard law. Là, on est dans la loi sur le devoir de vigilance. Total est censé avoir mis en place une cartographie de ses risques, une évaluation de ses risques, non pas des objectifs de résultats, mais au moins des obligations de moyens, pardon. En fonction de quoi, effectivement, un certain nombre d'ONG les mettent en demeure de se mettre en adéquation avec ces objectifs. Le forage en Ouganda, il est critiqué pour toujours les mêmes sujets, déplacement de population, forage trop près ou dans les Murchison Falls. C'est pas un dossier que je suis, donc qui sont un parc naturel, mais peut-être pas un parc UNESCO, ce qui fait que Total s'est engagé à ne jamais forer dans un parc UNESCO, mais peut-être que là, c'en est pas un. Etc. Et l'autre sujet qui est beaucoup plus, à mon avis, symptomatique, c'est un certain nombre de collectivités locales, qui est complet. Et là, pour le coup, on est bien dans le sujet. Un certain nombre de collectivités locales, plus des ONG, type Sherpa, je crois, bref, mettent en demeure Total de se mettre en adéquation avec ses engagements suite à l'accord de Paris. Donc, vous êtes un pétrolier, vous ne fabriquez pas des fleurs, vous fabriquez du CO2, et vous êtes seul, entre guillemets, responsable, en tout cas pour faire levier sur les opinions, c'est bien évident, du réchauffement climatique. Comment vous faites, vous, au quotidien, quand vous accompagnez ces entreprises? Et puis, quel est votre point de vue? Parce qu'on est dans de la com de crise, on est dans de l'intelligence économique, on est dans des sujets aussi, il faut faire de la pédagogie. Denis Oliven et Jean-Marie Lambert le disaient tout à l'heure. L'entreprise, cible facile, vas-y, on y va. Et en même temps... les instances, j'allais dire, supranationales, c'est un peu peau de chagrin, là. Moi, ce que je préfère, c'est intervenir avant, quand l'entreprise sait qu'elle est sur un terrain un peu sensible, et qu'on arrive... finalement, il y a aussi des questions il y a de la pédagogie. Il y a aussi beaucoup de... Ça se change un peu, mais de méconnaissance des mondes. Donc, les entreprises voient les ONG comme des gauchos verts avec un couteau... et entre les dents, les ONG voient les grandes entreprises, enfin bon, c'est un peu les grands satans, comme des grands satans. Et puis dès qu'on sort des effets de marque, des effets de réputation d'ailleurs des uns et des autres, et des effets d'image, et qu'on met les gens autour d'une table en off, très en off, il y a des choses qui peuvent se négocier, non pas d'une manière cynique, mais d'une manière constructive. Donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir arriver à ce genre de choses sur des affaires de démantèlement de navires, par exemple. C'est injuste ce qui s'est passé avec Total pour les Jeux Olympiques? Non, c'est de bonne guerre, vraiment. Jean-Marie, tu fais la moue? Ouais, moi je trouve que c'est pas mon sujet, mais je vais quand même le dire. Ce que je pense, ça arrive. Je vois pas très bien de quel droit la ville de Paris, qui n'est pas la seule d'ailleurs à gérer les Jeux Olympiques, a priori, il y a pas mal de sites qui sont à Aubervilliers, à Saint-Denis, etc., fait un oukase sur un grand groupe français qu'il faut plutôt aider à faire progresser plutôt qu'à le barrer. Et je pense que là c'est quand même, on touche les limites de l'exercice. Le droit à la critique, c'est certain. Le problème, c'est que, par exemple, on parlait du carbone. Nous, donc, comme je disais, on a un comité d'amis critiques, où il y a des représentants des ONG, des entreprises, etc. Et en fait, on a un vrai sujet, parce que dans les pays de l'Est, par exemple, eux en Allemagne, on est bien obligé de travailler avec l'énergie qu'on nous fournit. Et certains nous disent, ah ben non, mais il ne faut plus travailler là-bas, parce que de toute façon, vous êtes obligé de travailler avec du charbon, donc c'est plus possible. Ça devient n'importe quoi. Alors bien entendu qu'il faut qu'on fasse des efforts pour réduire les énergies fossiles et qu'on aide nos clients à réduire les énergies fossiles. Mais allez voir le gouvernement polonais, surtout en ce moment, et dites-lui qu'une entreprise française basée en Pologne a envie de travailler autrement et avec une énergie qu'ils ne fournissent pas, ça peut être un peu compliqué. Donc là, on touche quand même les limites de l'exercice. Et je voulais revenir à ce que disait Denis sur la mondialisation de l'information, etc. Ça, c'est clair que ça nous a énormément poussé à progresser. Dans la mesure où maintenant, dès qu'on a un petit souci, je ne parle pas des bonnes actions, c'est moins populaire, mais dès qu'on a un petit souci à Singapour, ça fait le tour du monde. Donc ça nous a énormément aidé à progresser. Et je dirais aussi que plus que les ONG, ceux qui nous ont aidés à progresser sont nos clients. Parce
que souvent, ce sont nos clients, que ce soit les collectivités locales ou les industriels, qui nous ont demandé et qui ont exigé un certain nombre de choses. Bon, ça a été dit par Eric Orsena tout à l'heure, on n'est plus dans la logique du brut fournisseur de d'eau ou de collecte d'ordures ménagères, on doit apporter un service. Et donc, si on veut continuer à avoir des marges convenables et être à peu près payé, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on soit davantage à l'écoute des clients, et les clients nous demandent beaucoup plus de choses en matière de développement durable, en matière de formation, d'insertion, etc. Et si je prends l'exemple de l'international ou même de la France, de plus en plus, les clients, au moment des renouvellements de contrats ou au moment des nouveaux contrats, Ça joue. nous demandent c'est quoi votre taux de fréquence des accidents du travail, nous demandent c'est quoi votre politique de formation, comment ça se passe le dialogue social, est-ce qu'on peut contacter des gens, des organisations syndicales qui vont nous dire comment ça se passe vraiment au-delà des sites internet de l'entreprise ou du papier glacier que vous nous fournissez. Et donc ça se fait de plus en plus. Donc c'est un facteur clé de succès quand il y a des appels d'offres. Complètement. La RH, ça je le dis sans embâche, c'est pas uniquement la RH au sens classique du terme, c'est un facteur clé de succès quand il y a des appels d'offres et quand il y a des négociations commerciales. Très bien ça. Ça c'est bien pour la RH. Denis, réaction? Non, il y avait une formule d'Alexis de Tocqueville quand il décrivait les débuts de la démocratie, notamment de la liberté de la presse, qui disait « La liberté de la presse crée toujours moins d'injustice qu'elle n'en répare ». Ce qui a été vrai longtemps, la liberté, disons, de l'information. Parce que c'est vrai que parfois l'information fait des erreurs, accuse à tort des gens qu'elle ne devrait pas accuser, mais le plus souvent quand même, elle a un rôle positif parce qu'elle soulève les lièvres, elle met en avant des injustices, elle oblige des comportements à cesser. C'était vrai. L'extension rapide du monde numérique est parfois en train d'inverser l'ordre des facteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, probablement, créent plus d'injustices qu'ils n'en réparent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer des règles, justement. Alors, la loi, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut que la loi, sous les titres de presse sont soumis à des règles de droit, heureusement. Ils sont responsables pénalement et c'est tout à fait justifié. Et c'est la raison pour laquelle ils sont attentifs à ne pas raconter trop de bêtises, même s'ils en racontent et même s'il y a une tendance naturelle désormais des titres de presse à juger que Élise Lucet et Edoui Plenel sont le modèle journaliste. Donc la première des choses à faire, ce serait que ces règles qui s'imposent à la presse s'imposent à l'ensemble de l'information. On est d'accord. Ça, c'est le premier point. Mais je crois plus fondamentalement que ce qui est l'élément régulateur, c'est la déontologie. Ce sont les règles procédurales qui s'imposent, qui sont des règles professionnelles et qui s'imposent aux journalistes ou aux producteurs de réseaux sociaux. C'est la formation dans les écoles de journalisme et c'est le fait que chacun de ces organismes d'information se dote et respecte ces règles. Je pense que cette voie-là, de la soft law, est plus puissante qu'une règle de droit. Je dis ça parce que, une fois encore, à la lumière du débat actuel sur les propos haineux sur Internet, on voit que la règle de la loi est trop violente, ou en tout cas pas assez discriminante, et risque de produire des effets plus négatifs que les effets positifs qu'elle recherche. Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on a d'un côté la presse qui est soumise à ces règles, et c'est tant mieux, et de l'autre côté on a des plateformes web avec ah mais non, nous on est des simples hébergeurs. Hein. C'est ça, non, mais la question, il y a la question de la responsabilité juridique des plateformes peut être posée, mais elle doit être posée en sorte que s'imposent à eux les mêmes règles que celles qui s'imposent aux titres de presse ou aux médias traditionnels. Je ne crois pas qu'il faut qu'on crée de nouvelles contraintes particulières pour eux. Il faut simplement qu'on les fasse passer sous les fourches codines de la loi générale qui s'impose à l'information de manière... pour les médias traditionnels, on va dire. Stéphanie, vous vouliez réagir? Non, c'était juste ce projet de loi Avia, ça répond aussi à la responsabilité illimitée de l'hébergeur. Enfin, tant qu'il est hébergeur, que les organes de presse ont une responsabilité, les directeurs de publication, une responsabilité pénale sur ce qu'ils produisent, parce que de toute manière, ce sont aussi des gens qui savent que leur matière première, c'est l'information. L'hébergeur, c'est un peu naïf, mais l'hébergeur, il fournit des tuyaux et une mise en algorithme des datas qui sont dans ces tuyaux. Il n'y a pas une production de pensée et il va être censeur a priori d'une certaine manière avec la loi Avia. Très mauvais. Mais en revanche, qu'il soit censeur a priori, c'est mauvais. Mais en revanche, il ne peut pas s'abriter
Moi, par exemple, j'ai un casier judiciaire long comme le bras en tant que directeur de publication. Je crois que j'ai été condamné une vingtaine de fois. Pierre Lescure a dû être condamné bien plus que moi encore. Mais cette condamnation est la contrepartie de ma responsabilité. Je le souhaite. Je souhaite être soumis à une règle de droit, mais je suis aussi responsable comme un hébergeur. Si vous racontez des bêtises sur une antenne de radio que je dirige, même si je n'ai aucun pouvoir hiérarchique sur vous, je suis condamné en raison des propos que je vous ai hébergés, et je suis condamné. Donc le fait de s'abriter derrière leur qualité d'hébergeur ne me paraît plus justifié. En revanche, je pense que leur seule responsabilité doit être une responsabilité de droit commun. Je ne crois pas qu'il faille qu'on invente des délits particuliers pour eux. On a sans doute l'arsenal en France l'arsenal juridique qui enserre le droit de la presse parmi les plus répressifs du monde. On a, en matière de protection de la vie privée, etc., des dispositions qui sont parmi les plus répressives du monde, et c'est heureux, je ne m'en plains pas. Il suffit qu'on applique cela à tout le monde. Je ne crois pas qu'il faille qu'on recrée des délits nouveaux. Stéphanie, par rapport au GAFAM, justement, réaction? Je pense que oui, c'était le sujet. Régulation. C'était le sujet en question sur la régulation. Mais quand Denis Oliven dit j'ai quelqu'un sur ma radio qui dit quelque chose, il n'y a pas peut-être de rapport hiérarchique, mais il y a quand même un rapport d'appartenir à la même entreprise, de contrat de travail, merci au DRH, et qu'on n'a pas quand et de un représenter individu, une marque, quelque part. Voilà, c'est ça qui est conceptuellement compliqué, c'est que c'est des individus totalement électrons libres, c'est le cas de le dire, qui viennent sur une plateforme exprimer des opinions, mais qui ne sont dans aucun lien de subordination, ni même de commerce, à part commercer sur leurs données et sur leurs traces par cookies. C'est là que c'est un peu compliqué, mais je suis assez d'accord sur le fait que renforcer encore un droit de la presse qui existe et qui doit juste s'appliquer, c'est pas souhaitable. Jean-Marie, on parle de cette raison d'être de l'entreprise. Tu as beaucoup travaillé avec tes équipes sur ce sujet. Alors c'est bien joli, on l'a établi, on l'a co-construit et tout. Maintenant, il faut irriguer. Qu'est-ce qu'on fait dans les faits, justement, pour pas que ce soit, je reprends tes propos originels, un exercice de com uniquement? Voilà, alors effectivement, le deuxième sujet, après la préparation qui doit engendrer du travail collectif avec beaucoup d'acteurs, il y a effectivement la diffusion. Et là, on travaille beaucoup sur la diffusion pour éviter... Alors évidemment, la direction de la communication chez nous, comme toute direction de la communication, ils parlent beaucoup... Attention, Stéphanie, t'écoute. Ils parlent beaucoup en franglais. Ils sont pour le top-down, le catéchisme. On a la raison d'être, donc maintenant... bottom-up, vous, c'est bien. Et donc, eux, ils nous poussent à dire, bon ben voilà, la raison d'être, elle est blindée, elle est figée, c'est la parole sacrée du PDG et du comité exécutif. Elle est gravée dans le marbre. Voilà, elle est gravée dans le marbre. Donc maintenant, diffusons la raison d'être auprès des masses populaires de Thaïlande, de France, Irrigons, etc. Surtout chez toi. Voilà, irrigons. Nous, on a une vision un peu différente. Donc, on discute avec eux, mais on a gagné pour une fois. C'est-à-dire faire en sorte qu'on va faire des réunions raison d'être partout, au niveau de toutes les équipes, mais ce qu'on veut aussi, c'est avoir des remontées. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas seulement d'expliquer aux collaborateurs à quoi ils servent et en quoi ils contribuent à l'existence de l'entreprise, à sa justification. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme Veolia sert à quelque chose? C'est ça le sujet. C'est en quoi est-ce qu'on se distingue d'autres qui sont tout à fait nobles et tout à fait... Pourquoi je viendrais y faire carrière? Voilà, pourquoi j'aurais envie de rester? Pourquoi le client ferait appel à nous et en quoi on se distingue? C'est ça le sujet, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et derrière, effectivement, c'est de faire comprendre aux collaborateurs à quoi ils servent. Alors, au risque de surprendre certains, faire comprendre à un collaborateur qui fait de la collecte des ordures ménagères à Montigny-les-Cormeilles, c'est beaucoup plus facile à lui faire comprendre à quoi il sert, et en quoi il sert au développement durable, en quoi il sert à la collectivité et aux gens, qu'un directeur de service financier au siège social qui n'a jamais vu un site opérationnel de sa vie. Donc, c'est de là d'ailleurs qu'on a le plus de réticence. Les organisations syndicales, pour ne pas les citer, effectivement, après, au début, dire on vient quand même aux réunions, on va voir comment ça se passe, ils sont évidemment très attentifs à ça. C'est-à-dire se dire, il faut que cette raison d'être, elle serve aussi aux collaborateurs de l'entreprise à exprimer ce qu'ils ressentent et comment on pourrait améliorer les choses. Donc on prend exemple, en fait, sur ce qu'on fait en matière de sécurité. On fait des réunions sécurité très régulièrement sur les sites, animées de façon professionnelle et qui durent une bonne heure. Et donc on va prendre ce modèle-là pour faire des réunions. Alors c'est un travail lourd, pour faire des réunions avec des équipes qui ne dépasseront pas 40 personnes pour pouvoir effectivement expliquer la raison d'être, en quoi ça les concerne et écouter ce qu'ils ont à nous dire sur comment ils le vivent,
comment on pourrait améliorer les choses et comment est-ce qu'on pourrait effectivement travailler mieux sur ces sujets-là. Stéphanie, pour revenir sur notre sujet, on le voit, les entreprises, des cibles faciles, une exigence permanente, elles sont nues et mises à nu par tout l'écosystème qu'on évoquait avec Denis en particulier. Malgré tout, c'est une opportunité à saisir. Vous le voyez comme ça aussi ? La crise, oui, c'est ce que je disais, la crise, c'est un risque et une opportunité, un avènement. Enfin, bon, voilà, si on reprend la racine grecque. Mais donc, toute crise est une opportunité, effectivement, de changer de cap ou de se réinterroger. Moi, j'avais en tête une entreprise étrangère dans un pays qui est une monarchie, qui était une entreprise détenue totalement par le monarque, qui est aujourd'hui une société à capitaux publics mais de droit privé, et qui a mis en place il y a 5 ans ce qu'ils ont appelé le mouvement. Et donc dans cette société ultra hiérarchisée, ultra verticale, qui ont commencé à travailler par projet, etc., etc. Ils avaient des crises et ils savaient qu'ils allaient avoir des crises, à la fois liées à leur croissance, à leur exposition plus grande sur des marchés internationaux, et ils ont anticipé le mouvement. Et finalement, ce qui est résiduel, c'est marrant, c'est le risque. C'est-à-dire que c'est la culture ou la non-culture du risque des salariés qui est le plus, pour eux, pour moi, le plus gros point faible. Et la peur hiérarchique de la sanction qui fait qu'on dissimule, qui fait qu'en amont, on bride aussi les énergies parce qu'on a peur de faire une bêtise, ou quand on l'a faite, on ne l'avoue pas. Donc voilà, c'est une vraie opportunité s'il y a aussi voilà, une culture du risque et une culture collectivement partagée et assumée de pas de sanctions quand on y va. Voilà. Denis, message à tous ceux et toutes celles qui sont dans cette salle, qui sont dans l'humain par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à cette verticalité qui est devenue horizontalité aussi, par rapport à cette responsabilité nouvelle, par rapport au fait que les collaborateurs sont évidemment des citoyens, il y a ce côté individuel, il y a jouer le collectif. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message par rapport à cette responsabilité à réguler ? Ah mais oui, non mais attends... Je repars de ce que vous dites. Le point clé pour moi, on n'a pas parlé, mais c'est sous-jacent, c'est que c'est la fin de la verticalité. Notre président de la République s'en est aperçu à ses dépens au moment de la crise des Gilets jaunes. Lui, il a pensé que Jupiter... Non, on est dans la société de Wikipédia, c'est-à-dire dans la société dans laquelle, pour rédiger la notice sur le nucléaire de Wikipédia, un prof d'astrophysique... un prof de physique plutôt nucléaire de d'Orsay et moi-même qui n'y connais rien, sommes égaux. Donc c'est ça la société d'aujourd'hui. C'est la société dans laquelle l'horizontalité, dans laquelle la souveraineté des individus fait que nous sommes tous coproducteurs du monde dans lequel nous sommes. Et la hiérarchie... Ça interpelle des DRH quand on a des N++. C'est un truc qui est... Alors l'entreprise est peut-être l'endroit qui a le plus résisté ou compris le plus tardivement ce phénomène. Comme père de famille, par exemple, moi je sais depuis des années que je suis obligé de négocier avec mes enfants. L'époque où je disais c'est comme ça et pas autrement, c'est fini. Le côté péremptoire, tous les profs savent, il n'y a plus un seul prof dans une salle de classe qui est capable d'imposer à ses élèves. On négocie. D'autant qu'il n'y aura plus de fessées maintenant. Donc voilà. D'autant qu'il n'y aura plus de fessées en plus. Voilà, donc on sait partout qu'on est en situation de négociation avec des égaux, plus ou moins égaux, mais avec des égaux. Et avec les deux écritures, hein. La politique, bon, on s'en est aperçu, mais l'entreprise résistait encore, elle était encore très hiérarchique, très verticale. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que ça aussi, c'est fini, c'est terminé. L'idée que, comme la grand-messe, le catéchisme, la décision du PDG... J'avais vu une étude américaine qui m'avait frappé, dans des entreprises qui allaient très très bien, c'est-à-dire qui avaient surperformé leur secteur depuis 15 ans. 85% ou 75% des collaborateurs pensaient que leur PDG et sa direction étaient corrompus, malhonnêtes, pourris. Ils n'avaient de confiance que dans leur chef immédiat. Et ça, c'était il y a 10 ans, donc ça n'a pas dû s'améliorer depuis. Donc l'idée qu'il y a un chef transcendant qui va s'imposer à vous et vous dire les choses et comment faire, ça, c'est terminé. On est obligé de coproduire avec nos collaborateurs la réalité même de l'entreprise. C'est le sens d'ailleurs de tout ce qui est en train de se passer, de la raison d'être, c'est le sens de la responsabilité, parce que ces collaborateurs veulent que leur existence ait une signification. On passe un temps fou dans l'entreprise,
on n'a pas envie que ce temps soit un temps dénué de signification. Donc c'est un monde complètement nouveau. Alors, vous avez lu comme moi toutes les trucs sur l'entreprise libérée. Il y a une part sans doute de bullshit, enfin de discours d'escorte fait pour nourrir des consultants, très certainement. Mais il y a quand même quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai dont on fait l'expérience tous les jours. Et donc, vous le vivez chez CMI en tant que président, justement ? Moi, je suis président du conseil de surveillance, donc c'est vous dire que c'est à peine s'ils connaissent mon existence, ces collaborateurs. Donc eux, ils sont... quand on reparle de la garde des réactifs, j'oublie mon cas personnel. Je pense que désormais, l'aspect positif de ce que vous avez appelé l'entreprise Providence, c'est l'obligation dans laquelle nous allons être tous de déterminer avec nos collaborateurs le destin de ces entreprises. On ne peut plus ne pas le faire. Et donc, tout ce qui concourt, le fait de réfléchir à une raison d'être, c'est aussi une manière d'engager nos collaborateurs dans le destin de cette entreprise. Et c'est comme ça que leur engagement professionnel sera garanti. Et si on échappe à ça, si on pense qu'on peut encore gouverner de manière hiérarchique et verticale, on se trompe. La contrepartie de la verticalité, c'est une manière qui peut prendre différentes formes, mais c'est les gilets jaunes. C'est ça. Si vous êtes trop vertical, les gens qui s'estiment exclus se révoltent. Et ça prend une forme comme ça dans la politique, mais dans l'entreprise, les salariés votent avec leurs pieds. Ça se traduit par l'absentéisme, par la baisse de la présentéisme productivité, aussi. par présentéisme, non d'engagement. Voilà. Donc moi, c'est pas un message, c'est une expérience que j'ai faite. On va aller de plus en plus vers la fin de la verticalité et l'horizontalité. L'entreprise en réseau, comme on disait il y a 25 ans, tout le monde riait à ce moment-là, pensait que c'était des fumisteries, mais non. Il faut quand même un chef. Il faut quand même un chef. Oui, mais la fameuse formule « je suis leur chef, donc je les suis », prend une plus grande réalité qu'elle n'était. Non, un chef, c'est pas forcément quelqu'un qui, je crois, hein, c'est pas quelqu'un qui donne la voie, qui donne la direction aussi. Hein, parce que je pense que c'est plutôt un catalyseur d'énergie, un conciliateur, un fabricant d'élan commun. Agrégateur aussi. Il y a un livre, si vous l'avez pas lu, je vous recommande sa lecture. C'est le seul livre de management intéressant que j'ai lu, et Dieu sait que j'en ai lu. C'est un Américain qui s'appelle Collins, je crois, c'est une équipe universitaire américaine qui a étudié 25 ou 30 entreprises qui avaient surperformé leur secteur pendant 30 ou 40 ans. Et ils essayent de trouver les invariants de ça. C'est hyper intéressant parce que c'est souvent contre-intuitif. Donc ils ont fait une quinzaine de constats objectifs. Le livre s'appelle en français de la performance à l'excellence. Et alors, il montre, et justement, c'est assez intéressant parce qu'il fait le portrait de deux types de chefs. Le chef charismatique qui réussit à transformer l'entreprise par son énergie, sa force. On a appris la disparition de Iacocca, le patron de Chrysler. Ça devait être ça, à mon avis. Donc, des types qui sont très impressionnants par leur énergie personnelle et qui arrivent à entraîner par leur énergie. Mais une fois qu'ils sont partis, on voit que l'entreprise s'effondre. On l'avait vu chez IBM avec Lou. Hein. Voilà. Alors, ils sont capables provisoirement de redresser une entreprise, mais pas durablement. Et puis, il y a ce qu'ils appellent des leaders de catégorie 6, je ne sais plus quel est leur vocabulaire, qui n'ont pas du tout ce profil, qui sont modestes, qui sont souvent issus de l'entreprise elle-même, qui ne sont pas forcément charismatiques. Et le trait commun de ces patrons, quand on leur explique, on leur demande pourquoi ils ont réussi, ils disent on a eu beaucoup de chance. Et en fait, ce sont les catalyseurs de l'énergie collective de cette entreprise. Ils sont l'expression de l'envie commune qu'ont les salariés d'aller de l'avant. Et donc, c'est ces chefs-là dont on a besoin. Le bouquin, on a dit, c'est et pardonnez-moi mon accent anglais, j'ai From Good to Great. Exactement. Puis je vous conseille un autre bouquin aussi, Mortelle Transparence, de Denis Oliven. Merci à vous trois. Questions-réponses, on peut les applaudir. Je vais prendre l'un des micros. Merci Denis. Qui a envie d'interroger nos invités? Qui a envie de réagir? Ça a été très riche pour cette première table ronde. Oui.
vais rejoindre Benoît Serre. Cher Benoît. Merci. Bonjour, merci beaucoup d'intervention. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit, madame, que les États, en fait, se prenaient pour des entreprises. Et vous commencez quelquefois à renoncer à leur symbolisme d'État et se voulez se gérer comme des entreprises. Et il y a eu la polémique récente là, sur l'affaire de Facebook, Zuckerberg qui veut lancer sa monnaie. Est-ce que vous pensez, ou l'un de vous trois, que finalement, comme les États se prennent des entreprises vont se prendre pour des États? Alors, je vais vous demander des réponses plutôt courtes. Ouais, j'ai juste préparé une pour qu'on petite ait plusieurs citation questions. que j'avais apportée, que je sais pas, voilà, et qui m'a bien fait rire, même si elle est un peu datée. C'est David Rockefeller, qui est mort depuis, le paix à son âme, et ça va me revenir là. Il écrivait dans un article de Newsweek en 99 intitulé Looking for New Leadership. Alors ça va être en français. Ces dernières années, il y a eu une tendance vers la démocratie et l'économie de marché dans de nombreuses parties du monde. Cela a réduit le rôle des gouvernements, ce à quoi les hommes d'affaires sont favorables. Mais le revers de la médaille, c'est que quelqu'un doit prendre la place des gouvernements, et le business me semble l'entité logique pour le faire. Une autre question, à moins que Denis. Je voudrais ajouter un mot. Par exemple, les GAFA, c'est assez effrayant. Parce qu'il y a une limite ténue qui sépare la raison d'être de la mégalomanie. Et quand on regarde ce qui se passe, notamment Google, qui a été d'ailleurs créé par des types formés dans l'Union soviétique, ce qui n'est pas toujours rassurant, ils ont un projet idéologique. Ils ont un projet projet qui est de transformer l'humanité, qui s'est incarné d'ailleurs dans l'argent qu'ils mettent dans le transhumanisme, l'homme augmenté, etc. Donc c'est des entreprises qui certainement vont au-delà de ce qu'est leur mission et imaginent une certaine forme de souveraineté. L'analyse implicite qu'ils font, c'est que la souveraineté des États va se défaire et qu'il faudra bien, c'est Rockefeller, et qu'il faudra bien que d'autres souverainetés apparaissent et qu'après tout, la leur n'est pas si mal. Mais il y a une énorme différence tout de même entre la souveraineté des États et la souveraineté de Google. C'est que la souveraineté des États, elle est déterminée par le peuple, pour le peuple. Sa légitimité vient du peuple, pour le peuple et par le peuple, par l'élection. Et puis par un certain nombre de mécanismes de contre-pouvoir qui garantissent qu'il n'y ait pas de tyrannie. Rien de tel chez Google. Quelle que soit la bonne volonté de ses dirigeants, on ne peut pas se fier simplement à ça. Donc oui, je pense qu'il y a un risque, en tout cas à un certain degré de puissance, que l'hubris ne les gagne et qu'ils ne se prennent pour plus que ce qu'ils sont. Et donc si l'histoire économique se répète ou se reproduit, ils seront démantelés. Il n'y a pas de cas dans l'histoire dans lequel des entreprises aient acquis une telle puissance dominante qu'il n'ait fini par être démantelé. Question. Oui, Jean-Claude Lewandowski, journaliste freelance. Depuis le début de la matinée, les différents intervenants semblent en quelque sorte considérer que le rôle, la responsabilité très étendue, voire illimitée des entreprises est un fait acquis. Alors, c'est peut-être en grande partie acquis en Europe, mais il y a quand même un certain nombre de stratégies d'évitement ou d'évasion fiscale qui sont assez répandues, notamment du côté des grands groupes nord-américains, des GAFA par exemple, mais ils ne sont pas les seuls. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, le fait de payer ses impôts, c'est aussi une façon de participer à la société, de s'impliquer et d'avoir une attitude responsable. Donc, comment faire par rapport à ça? Il n'y a pas d'ailleurs que la question fiscale. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des pratiques un peu cyniques, par exemple en matière de recrutement. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage. Il y a des entreprises qui s'impliquent dans l'apprentissage et dans son financement. Il y a des entreprises qui se contentent de faire leur marché, y compris à l'international, en pillant en quelque sorte les viviers de talents, notamment dans des pays qui ont des difficultés comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, où il n'y a plus un diplômé qui arrive à trouver un emploi sur place.
Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que cette vision de l'entreprise à responsabilité très étendue, est-ce que c'est pas une vision très européenne avec un modèle social, mais qui est pas la plus répandue dans le monde, qui est pas le plus répandu dans le monde? Est-ce que cette stratégie-là, cette vision-là, ne livre pas les entreprises européennes à long terme, pieds et poings liés aux grands groupes asiatiques ou nord-américains? Allez, on va vous répondre. Peut-être Jean-Marie. Oui, Merci beaucoup. rapidement. D'abord, si la responsabilité de l'entreprise était limitée, ce dont je doute aussi, ses pouvoirs ne le sont pas, même en Europe, loin de là. Donc je pense qu'effectivement, il faut quand même être réaliste sur ce sujet-là. Pour prendre vos exemples, nous, évidemment, je vais vous dire qu'on paye tous nos impôts partout. Et il y a des pays dans lesquels ce n'est pas toujours extrêmement simple. Mais on est bien obligé, ça c'est aussi les charmes des grands groupes. Hein. Les grands groupes de type européen, comme vous dites, sont quand même extrêmement contrôlés. On est quand même extrêmement obligé d'être compliant, comme on dit aujourd'hui, avec tout un tas de choses. Donc ça, effectivement, on est dans les clous là-dessus. Rien n'oblige les gens à travailler avec les groupes que vous citez. Hein. A priori, normalement, si les gens sont cohérents avec eux-mêmes, et ça aussi c'est un sujet, parfois nos clients, y compris certaines collectivités locales, attendent des groupes et des entreprises qu'on soit les mieux-disants sociaux, qu'on soit parfait, etc. Ah oui, mais on est trop cher. On est trop cher. Collecte des ordures ménagères dans beaucoup de villes, nous, on est trop cher. Parce qu'on a des organisations syndicales, on paye nos salariés, on fait de la promotion sociale, on fait de l'apprentissage. Donc on est éjecté de plus en plus de marchés publics français parce qu'on est considéré comme trop cher. Et les entreprises qui ont les marchés sont souvent de bonnes entreprises qui respectent le droit, mais parfois ce sont des entreprises qui effectivement ont des pratiques sociales que nous nous interdisons d'avoir. Donc là aussi, il faut aussi que nos clients soient cohérents avec eux-mêmes lorsqu'ils passent les marchés. Enfin, j'en terminerai sur le fait de dire que nous ne voulons pas imposer, entre guillemets, un modèle social français au reste du monde. Quoique, par exemple, sur le taux de fréquence des accidents du travail, nous calculons le taux de fréquence dans tous les pays sur le modèle français, qui est reconnu par le BIT et qui fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai aussi que nous avons la prétention de considérer, en respectant le droit des pays dans lesquels nous travaillons, qu'une pratique du dialogue social dont nous avons l'habitude en France, que des pratiques en matière de recrutement dont nous avons l'habitude en France, qui nous permettent d'éviter aussi des recours massifs à l'intelligence artificielle ou à ce genre de choses qui peuvent avoir des dérives en fonction des critères que l'on rentre dans les ordinateurs. Donc c'est vrai que nous sommes assez fiers quand même de continuer à maintenir ce qu'est la culture d'un groupe comme Veolia, qui est historique, et essayer de faire en sorte que nous puissions, sans impérialisme aucun, continuer à travailler comme nous entendons le faire. On a une autre question, monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Paul Joly. Je voudrais vous poser une question à propos de l'éthique dans tout ça. Parce que pour moi, l'entreprise Providence, ça a aussi une responsabilité pour l'intérêt général. Et vous parliez tout à l'heure de From Good to Great de Jim Collins. Cette catégorie justement de CEO qui arrivent à amener leur entreprise sur un succès de long terme, c'est aussi ces rares personnes qui arrivent à faire passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Et Eric Orsena parlait tout à l'heure de vertu, notamment des rares politiciens qui arrivaient à faire un projet de long terme qui payait sur plusieurs mandats plutôt que de rechercher la satisfaction de court terme. Comment l'entreprise qui a ses propres intérêts peut mener à bien des projets éthiques de manière pragmatique? Attention. Hein. Je vais déjà répondre sur un point qui est intéressant parce que Denis le disait tout à l'heure. Les entreprises veulent de plus en plus faire travailler les gens en réseau, faire travailler les gens de façon conviviale et en projet. Et en même temps, jamais le rôle du patron n'a été autant starisé. Les patrons d'entreprise aujourd'hui sont quand même, ils sont obligés d'incarner une forme d'existence de l'entreprise. Donc effectivement, comme vous le dites, d'incarner un système de valeurs. Donc ce qui a des avantages et ce qui peut avoir aussi des inconvénients si le patron est orthogonal par rapport au système de valeurs qu'il prétend proposer. Bon, il y a quelques exemples récents que je ne citerai pas qui montrent que la fragilité d'un système qui consiste à stariser un patron, parce que quand ça va mal, ben effectivement, c'est l'entreprise qui va mal et pas seulement le patron, même s'il a commis des impairs individuels. Alors là, on parle d'éthique. Éthique, alors toutes les entreprises ont des chartes d'éthique. Les chartes d'éthique, qui sont à peu près toutes faites sur le même modèle, on est obligé de le faire, ça ne marche que si les lanceurs d'alerte internes sont protégés. Ça, il est clair qu'effectivement, ça ne peut fonctionner que si nous avons des règles très précises en matière de lanceurs d'alerte
et s'ils sont protégés. Je prends un exemple concret chez nous. On a fait un système très spécial pour les lanceurs d'alerte de la fonction finance, pour des raisons que tout le monde peut comprendre, de même que pour la fonction achat, pour des raisons là aussi que tout le monde peut comprendre. Il est clair que ces deux fonctions-là, nous avons fait des dispositifs extrêmement étanches qui permettent aux collaborateurs de ces fonctions de faire remonter, le cas échéant, des craintes qu'ils peuvent avoir sur des manquements à l'éthique de leur patron direct ou de certains de leurs collaborateurs. Si la charte d'éthique n'est pas accompagnée, d'une part, d'un système de lanceurs d'alerte bien blindé, et d'autre part, s'il n'y a pas des sanctions, eh bien, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Stéphanie, réaction peut-être par rapport à cette question. Je sais que vous avez travaillé, vous travaillez pour L'Oréal, il y a la notion d'éthique est très forte aussi. Hein. Oui, j'ai travaillé pour L'Oréal, mais c'était plus sur des projets de R&D, et donc d'acceptabilité de nouvelles tendances ou bien de réflexion sur l'absence de ressources matières premières. Oui, sur ce sujet-là, par exemple, quand on réfléchit à ce que c'est qu'être une entreprise cosmétique dans une perspective post-pétrole, eh ben, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins, y compris en termes d'éthique, coûteux, en termes de parties prenantes et de réflexion pour faire proprement son travail, que de s'approvisionner en matière végétale par rapport à un approvisionnement en matière pétrolière dite sale. Parce que finalement, on a beaucoup moins c'est beaucoup moins compliqué de gérer un approvisionnement pétrole et les stakeholders que ça suppose de ce flux de matières premières que celui de la question de je prends une matière première végétale, donc je suis en conflit de ressources avec des gens pour qui ce serait une ressource alimentaire. Est-ce que je dois m'approvisionner dans tel ou tel pays? Est-ce que je dois posséder les terres, un peu comme a fait Michelin avec le caoutchouc, pour être sûr de me garantir un approvisionnement? De quel droit est-ce que je vais m'attribuer des terres dans un pays étranger, etc., etc. Et donc on rentre dans des enjeux géopolitiques, sociétaux, bien plus complexes encore que ceux du simple approvisionnement en pétrole, et donc éthique. Jean-Paul, réaction par rapport à tout ça? J'étais très frappé par ce qu'a dit Denis tout à l'heure, c'est que, et je pense que je partage totalement cette analyse, nous sommes aujourd'hui sous le regard et la condamnation potentielle d'un tribunal redoutable, qui est celui du tribunal médiatique ou de l'émotion populaire. Et j'avais 2 ou 3 questions. La réponse est probablement d'éduquer le peuple, de l'éclairer. Et on me dit que dans beaucoup de journaux, dans beaucoup d'organes de presse, vous êtes en permanence dans le contrôle de la censure ou de l'autocensure. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, que vous ne voulez pas dire, ou quelquefois, des journalistes sont même demandés par leur réalisateur, tu ne peux pas dire ça, je pense, même y compris les dessins caricaturistes, etc. Donc, comment concilier l'éclairage des peuples et l'autocensure? La seconde, à tous les deux, moi je suis très frappé sur la responsabilité du chef d'entreprise dans la protection de ses salariés par ses choix stratégiques. J'ai 2 questions. Une, que vous m'expliquiez un peu Bayer, Monsanto. Non, mais j'aimerais voir, parce que là, on a une stratégie boursière qui semble assez cohérente et une condamnation médiatique et populaire que l'on peut comprendre aussi. Et donc, c'est un vrai débat. Et la dernière question, y a-t-il une résilience différentielle? Je vois la condamnation de Volkswagen pour les tricheries. Et j'ai l'impression que l'opinion est en train de s'en détacher en disant peu importe. Par contre, sur Monsanto, il ne va pas lâcher la prise. Donc, y a-t-il des acceptations de caractère injuste, manquement à l'éthique que les gens tolèrent, et il y a une résilience populaire d'acceptation de quelque chose d'anormal et d'amoral. Et par contre, il y a d'autres acteurs qui, eux, seront condamnés, et je pense notamment aux acteurs de l'eau. On ne vous pardonne rien. Voilà. Alors, par rapport à ces questions, je voudrais 3 éclairages et après on va partir en pause. Denis, on commence avec vous. La question sur l'autocensure fait écho à la question de tout à l'heure sur l'éthique des entreprises. On marche, je pense que ça n'est un mystère pour personne, vers des sociétés beaucoup plus puritaines qu'elles n'ont été. Pour le meilleur, quand on met hors d'état de nuire M. Weinstein, et pour le pire, quand on accable injustement Woody Allen, dont on sait par plusieurs enquêtes successives qu'il n'a rien fait. Donc on a les deux. Donc cette marche vers une société puritaine, bien plus puritaine qu'elle n'a été,
d'une certaine manière, va pousser au comportement éthique des dirigeants. C'est la réponse à la question de tout à l'heure. Les dirigeants sont désormais soumis à des obligations de transparence, d'exemplarité, de vertu qu'on n'attendait pas d'eux avant. Avant, on se disait, s'il gère bien sa boîte, peu importe qu'il s'en mette plein les fouilles, et qu'il ait un comportement abusif, c'est pas grave puisqu'il gère bien sa boîte. Maintenant, c'est plus tout ça. À la limite, on est presque prêt à dire, on préfère qu'il gère mal sa boîte, mais qu'il soit parfaitement honnête que l'inverse. Donc, Carter l'a emporté sur Nixon. Donc ça, c'est l'aspect positif, très positif, c'est que l'éthique, les comportements éthiques vont être de plus en plus généralisés. L'aspect inquiétant, c'est exactement celui que Jean-Paul a évoqué, c'est-à-dire que oui, il y a la face nombre de ça, c'est la political correctness. C'est qu'un certain nombre de choses ne peuvent plus être dites, que si une malheureuse journaliste, il y a une malheureuse fille de l'opinion, du journal L'Opinion, qui a écrit des choses sur le glyphosate qui n'était pas l'opinion commune, et elle se fait assassiner, la malheureuse. Elle est pourchassée sur Twitter. Elle a osé contester une enquête de l'équipe d'Élise Lucet en expliquant qu'elle n'était pas complètement déontologique. Ils ont enquêté sur elle pour vérifier qu'elle n'était pas payée par les laboratoires. Enfin, un truc de dingo. Donc oui, c'est vrai, il y a ça. Et donc, il n'y a pas de... Jean-Paul, malheureusement, il n'y a pas de... Je crois, je vais dire une chose qui paraît étrange, je crois que ça va reposer tout entier sur le courage des dirigeants de titres de presse qui vont devoir lutter contre. Quand vous dirigez une entreprise de presse, vous êtes confronté à ça tous les jours. Parce que évidemment, quand vous êtes les victimes des articles de journaux, vous ne le savez pas. Mais dans une entreprise de presse, il y a des discussions dans lesquelles on bataille avec les journalistes, dans le meilleur des cas, pour essayer d'obtenir une information qui soit fondée en raison, enquêtée à charge et à décharge, contradictoire, et qui est comme seul mobile la recherche de la vérité. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est une bataille quotidienne, parce que les journalistes sont comme le reste des citoyens, ils sont soumis à un certain nombre d'influences, ils ont eux-mêmes des opinions, et ça transparaît dans leur papier. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les règles, le fait d'imposer des règles déontologiques fortes et respectées me paraît essentiel. Il y a des codes au terme desquels qu'on doit observer et qui sont les conditions exactement, et j'ai fini là, un juge, la magistrature produit de la vérité judiciaire parce qu'elle a une procédure. Elle doit respecter une procédure. Enquête à charge et à décharge, contradictoire, appel, etc. Et bien de la même manière, compte tenu du poids des journaux maintenant dans la vie démocratique, le caractère procédural du travail des journalistes est décisif et il doit s'apprendre dès l'école. Stéphanie, rapidement, et Alors, Jean-Marie, puis après on part en pause. Bayer Monsanto. Moi, j'ai pas compris pourquoi Bayer a acheté Monsanto. Et c'est un peu la même réponse que pourquoi j'ai répondu c'est de bonne guerre. C'est pas sympa du tout, mais pourquoi ne pas prendre Total comme sponsor des JO de Paris? Ça se comprend. On s'évite bien des ennuis et des externalités négatives à nos actions. Quant à l'histoire, et j'essaye d'aller très vite sur Volkswagen. Volkswagen n'était pas seul. C'est-à-dire que pratiquement tous les constructeurs avaient triché. 2, il y a une sombre histoire aussi de comment c'est révélé, a été divulgué, qui était un peu dans l'intérêt de General Motors pour casser ses concurrents. Et 3, on est dans une participation indirecte à un mal-être collectif. C'est-à-dire que on pollue la planète joyeusement tous ensemble. Et on n'a pas une causalité aussi directe que Monsanto, dont les produits ou les effets des produits permettent d'avoir il y a eu des procès Monsanto. Avant d'être les vrais procès, il y a eu des orchestrations de procès avec Marie-Monique Robin, etc., d'agriculteurs qui se plaignaient. Donc on avait réellement la possibilité d'identifier une victime bien physique avec un dommage bien réel. Oui, rapidement. Évidemment, une entreprise comme Veolia, vu les secteurs, est régulièrement attaquée. Alors, ce que je constate, pour faire court, c'est que sur l'eau, par exemple, on est attaqué sur le traitement et la distribution d'eau. Sur la distribution d'eau, parce que l'eau est un don du ciel qui devrait être gratuit, etc. Puis, évidemment, il n'y a aucun problème de tuyauterie à entretenir, ni de traitement à faire.
En revanche, personne ne conteste sur l'assainissement. En fait, paradoxalement, traiter la merde et les eaux de vaisselle, là, on est tout à fait légitime. En revanche, distribuer l'eau potable, on ne l'est pas du tout. Donc c'est vrai que c'est comme ça. Bon, on a progressé quand même, ça a beaucoup progressé, mais il y a encore des pays, dont la France, où effectivement, on est régulièrement attaqué pour ces raisons-là, quelle que soit notre volonté d'être exemplaire en matière sociale ou autre. Merci de les applaudir et de les remercier tous les trois. Jean-Marie Lambert, Stéphanie Monsénégo et Denis Oliven.